C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la capitale kenyane sous le feu de la colère. Les manifestations pacifiques ont été infiltrées par des casseurs. La police a riposté à coups de gaz lacrymogène. Le mouvement de contestation est toujours mobilisé. Nous serons à Nairobi dans ce journal. Un convoi humanitaire attaqué dans le territoire du Lubero, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ça s'est passé dimanche. 2 agents ont été tués. Cette attaque intervient alors que le M23 poursuit son avancée dans le Nord Kivu. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Et puis ce soir, on vous reparle des tensions entre le Niger et le Bénin. La frontière entre les deux pays est toujours fermée et les conséquences sur les commerçants sont lourdes. Reportage au marché de Malanville à suivre à la fin de ce journal. Le feu de la contestation n'est toujours pas circonscrit au Kenya. Les manifestations se sont poursuivies dans plusieurs villes du pays, mais ces défilés, initialement pacifiques, ont été infiltrés par de nombreux casseurs. La police a riposté. Notre correspondant à Nairobi, Bastien Renouille, était sur place. La police avait reçu des ordres, elle ne devait pas laisser les manifestants gagner le centre-ville de Nairobi. Alors très tôt ce mardi matin, elle a ouvert le feu sur les manifestants avec des gaz lacrymogènes, avec des balles en caoutchouc et plus rarement à balles réelles. J'ai vu des policiers acculés dans une ruelle qui, pour se défendre, ont dû tuer notamment à l'AK-47 à plusieurs reprises. Ces policiers qui sont déployés en tenue anti-émeute absolument partout dans le centre-ville de Nairobi. Mais cela ne décourage pas pour autant les manifestants. Écoutez-les. Ruto doit tomber. Les dirigeants corrompus doivent également être démis de leurs fonctions. Nous ne voulons pas d'eux. Nous voulons un nouveau régime, que les politiciens soient jeunes ou vieux. Nous voulons de nouvelles personnes qui ont un bon projet pour le Kenya. Et c'est pour cette raison que nous disons Ruto doit partir. Lorsque nous nous rassemblons dans un endroit comme ici, ils nous visent. Vous voyez, ils m'ont jeté cette grenade lacrymogène. Elle m'a touché ici. J'ai eu vraiment mal et pourtant je ne faisais rien de mal. Je n'ai fait que hisser haut le drapeau kényan. Toute la journée, j'ai pu voir des blessés plus ou moins graves être évacués par des ambulances. En revanche, je n'ai pas vu de personnes tuées malgré les tirs à balles réelles de la police. Depuis le début de la crise, il y a près de 15 jours, selon la Commission kenyane des droits de l'homme, 39 personnes ont été tuées, plus de 300 ont été blessées et plus de 600 ont été arrêtées. Des manifestations similaires à celles de Nairobi ont eu lieu dans plusieurs grandes villes du Kenya et les manifestants prévoient de redescendre dans les rues jeudi prochain. Cette attaque contre un convoi humanitaire dans le territoire de Lubero, dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle a été menée dimanche par des jeunes non identifiés. C'est une ONG britannique qui a été ciblée. 2 de ses agents ont été tués. Cette attaque intervient alors que le M23 poursuit son avancée dans la province du Nord Kivu. Les précisions d'Aurélie Bazaraki-Bangoula à Kinshasa. Les rebelles du M23 se sont emparés de plusieurs localités du territoire de Lubero et les combats se poursuivent selon plusieurs sources sécuritaires. En fin de semaine dernière, le M23 a pris le contrôle de Kainyabayonga après de violents affrontements. Alors cette localité est stratégique car elle permet d'atteindre le nord de la province du Nord Kivu et donne accès à des villes comme Butembo et Beni, 2 grands centres commerciaux. Alors c'est la première fois que le M23, appuyé par l'armée rwandaise, marque sa présence dans le territoire de Lubero. Sur place, des membres de la société civile du Nord Kivu accusent l'armée d'avoir fui sans combattre. Mais dans un message à la nation, le président Tshisekedi assure, je cite, que des instructions claires et fermes ont été données pour sauvegarder l'intégrité territoriale du pays. Sur le plan diplomatique, le médiateur angolais a annoncé une rencontre très prochaine entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame sans donner de date précise. Mais la première ministre congolaise Judith Suminwa a rappelé que Kinshasa ne négociera pas, dit-elle, avec les agresseurs. On reste en République démocratique du Congo pour parler chômage. Le pays compte de nombreux diplômés sans emploi. Pour répondre à cette crise du travail, le gouvernement de Judith Suminwa a promis de créer plus de 6 millions d'emplois d'ici 2030. Reportage d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. C'est devenu un rituel pour Grace. Tous les jours, elle scrute les annonces d'emploi diffusées sur les réseaux sociaux. La majorité de postes, vous voyez, comme par exemple, on vous dit une seule place. Attendez, dans le groupe, on est plus de 1000, 2000 et vous offrez une place. Donc les chances sont encore réduites. À 32 ans, Grace est sans emploi fixe malgré un diplôme de droit obtenu en 2019. Elle enchaîne les petits boulots depuis 5 ans, comme ici sur ce chantier où elle supervise l'avancée des travaux d'un particulier. Des fois, je me dis, j'ai raté ma vie. Voilà, comme ça,
parce que j'ai pas eu la chance de faire vraiment jusque-là ce qui est ma passion et tout. Je me suis plus éloignée juste parce que je n'avais pas de travail, je n'ai pas de choix. À Kinshasa, il n'existe pas de statistiques sur les jeunes diplômés sans emploi, mais les autorités le concèdent, ils sont nombreux. Alors pour y remédier, le gouvernement a fait de l'accès au travail une priorité nationale et a annoncé la création de plus d'1 million d'emplois par an. Nous avons en premier lieu comme action créé plus d'emplois pour aborder les dizaines de milliers de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année et réduire le niveau de sous-emploi. Une bonne nouvelle pour la société civile. Ce collectif de jeunes s'est formé pour suivre l'avancée de cet engagement. Dans une lettre ouverte, ils demandent au gouvernement des actions concrètes. Qu'elle puisse nous faire un plan. Elle va créer combien d'emplois, dans quel secteur et avec, pour quelle catégorie des gens. Et là, nous serons un peu rassurés. Mais nous dire seulement nous allons créer autant, non, nous avons entendu beaucoup de promesses dans ces pays. Ces jeunes rappellent qu'en République démocratique du Congo, la Constitution garantit le droit au travail, mais environ 40% de la population est sans emploi, selon les autorités. Vous le savez, le pèlerinage à la Mecque cette année a été endeuillé par la mort de 1300 pèlerins qui ont succombé en raison des fortes chaleurs. En Tunisie, les autorités dénombrent 60 morts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une majorité d'entre eux ne sont pas partis via le système de quotas imposé par l'Arabie Saoudite, mais illégalement avec des visas touristiques en passant par des intermédiaires. Nos correspondants Lilia Blaise et Hamdit Lili ont rencontré des familles de victimes. Reportage. À Ben Garden, au sud tunisien, la famille de Fatiha pleure un mort. Son mari, qui est décédé d'une crise cardiaque alors qu'il effectuait un pèlerinage à la Mecque. Selon la tradition musulmane, un pèlerin qui meurt à la Mecque est enterré sur place. Fatiha, elle, est rentrée le cœur lourd. J'ai fait le tour des lieux. Je suis allée voir les pèlerins libyens, turcs. Je suis allée dans les hôpitaux, mais je n'arrivais pas à le trouver. Je l'ai cherché partout, en montrant sa photo, mais rien. Ce n'est qu'au bout de 6 jours qu'elle a été informée du décès de son mari. Les raisons de ce délai, un problème d'identification. Fatiha et son époux n'étaient pas enregistrés comme pèlerins. Le couple était parti le 14 mai avec un visa touristique, sans autorisation pour la période du pèlerinage, mais ils sont restés pour l'effectuer. Comme Amar, parti avec son épouse. Nous ne pouvons pas faire autrement. Avec le système des quotas, vous attendez parfois 20 ans avant d'être tiré au sort. Et c'est très cher, plus de 20 000 dinars par personne. Cette année, la Tunisie a reçu 211 000 candidatures, mais été autorisée à faire partir seulement 10 982 pèlerins. Amar a donc payé la moitié du prix officiel en passant par un intermédiaire qui lui a organisé le voyage. On part avec quelqu'un d'ici qui connaît bien l'Arabie Saoudite. Il nous met dans une maison qu'on loue, proche des lieux de prière, et on fait tout à pied. Des trajets à pied sous des températures de 50 degrés, sans guide et avec des flux de milliers de personnes. La femme d'Amar s'est égarée sans téléphone. Elle était toujours portée disparue au moment où nous bouclions ce reportage. Ce phénomène de pèlerinage parallèle inquiète. C'est le ministère des Affaires religieuses avec une délégation officielle qui s'occupe de toute la logistique et qui organise tout pour les pèlerins tirés au sort par le système de quotas. Pour ceux qui sortent de ce circuit, les agences de voyage n'ont pas le droit de proposer un pèlerinage hors du système légal. Selon les autorités saoudiennes, sur les 1301 morts, 83% n'étaient pas autorisés à faire le pèlerinage. On vous reparle ce soir de cette crise diplomatique entre le Bénin et le Niger. Vous le savez, les frontières sont toujours fermées entre les deux pays. Résultat, le deuxième plus grand marché du Bénin, situé à Malanville, tourne au ralenti. Reportage d'Emmanuel Sodji et Raphaël Ntalé, Stélia Padounou. Le deuxième plus grand marché du Bénin est censé grouiller de monde, avec des commerçants venus du Niger, du Nigeria, du Togo et du Burkina Faso pour écouler leurs marchandises. Mais depuis que la frontière avec le Niger est fermée, le carrefour commercial de Malanville est au bord de l'asphyxie. Réma Tousseni n'a jamais vu une situation économique aussi catastrophique. C'est les étrangers qui viennent acheter. Maintenant, il ne reste que nous seuls qui sommes dans la ville. Il n'y a pas d'étrangers. Personne ne rentre, personne ne sort. Donc, qui va acheter? On supplie les deux présidents. Ils n'ont qu'à se comprendre.
Comme les nombreuses personnes dont les revenus dépendent de l'effervescence du marché, Moussa Boubacar se retrouve sans emploi. Avant la crise, il faisait venir des produits céréaliers du Niger. J'ai toute une famille à nourrir à Malanville et j'ai 3 femmes. Si ça ne change pas d'ici là, je vais devoir rejoindre des amis, quitter Malanville. Pour continuer à importer du Niger, des produits très demandés comme la variété locale de haricots, certains grossistes utilisent la voie de contournement passant par le Nigeria. Problème, la rareté du produit et les frais de transport exorbitants font doubler les prix à l'arrivée. Aujourd'hui, il te faut au moins le double ou bien même le triple pour pouvoir s'approvisionner ici dans le marché de Malanville. Entre-temps, lorsqu'il n'y avait pas les fermetures des frontières, on vendait le sac d'haricots à 40 000, 42 000 francs. On disait que c'était très cher. Aujourd'hui, le sac d'haricots est à 75 000 francs. La crise économique à Malanville affecte tous les secteurs d'activité. Les transitaires de cette ville frontalière avec le Niger, tributaires de la route internationale entre Cotonou et Niamey, sont au chômage. Si la frontière est fermée, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous vivons un calvaire. Il n'y a plus rien. Plus rien également pour la majorité des jeunes qui vivaient de petits boulots autour du marché. Ousmane Amidou a vu son pouvoir d'achat chuter de 90% depuis que les échanges via le fleuve frontalier ont été interdits. Je peux laver 5 motos, 10 motos comme ça, 250 fois 10. C'est bon, c'est mieux que voler. Selon la municipalité, la collecte des taxes est désormais difficile. Le budget de la ville s'est effondré de 50%. La deuxième édition de la Zone by Domaf, le plus grand marché des cultures urbaines africaines. Il s'est tenu cette année à Yaoundé, au Cameroun. Plus d'une centaine d'artistes venus d'une dizaine de pays du continent étaient représentés. Ils ont exposé leur art dans les rues. Reportage de Marcel Amoko, André Yakana et Pamela Ngono. Dernier préparatif avant un défilé de mode pas comme les autres. La rue, c'est notre terrain de jeu. Nous sommes à l'avenue Kennedy, en plein cœur de Yaoundé, la capitale camerounaise. Réputée dangereuse et quotidiennement occupée par les enfants de la rue, elle est aujourd'hui sous les feux des projecteurs. La plupart de ces mannequins sont issus de la rue et défilent pour la première fois. C'est la rue qui nous inspire, c'est la rue qui nous baisse. Donc à chaque fois, nous aimons toujours nous relier à la rue, partager cet instant-là, donner la possibilité aussi aux enfants de la rue d'avoir une autre vision de la vie en fait. Baptisé la Zone by Domaf, le marché des cultures urbaines africaines propose des activités variées dans différents endroits de Yaoundé, comme ici au quartier Mendon. À 13 ans, Ismaël est l'un des plus jeunes membres du collectif 237 BMX qui offre au public ce spectacle de vélocross. J'ai fait du BMX pour me faire plaisir, pour faire plaisir au public. J'aime encore m'applaudir, comme ça m'applaudir, ça me donne plus la vie de travailler. Et mes amis m'encouragent beaucoup, ça me donne la volonté de beaucoup travailler. Le marché des cultures urbaines africaines, à l'origine de ces spectacles de rue, a pour objectif de démocratiser l'art en offrant de la visibilité aux musiciens, créateurs de mode et artistes visuels. Le choix précisément de la rue, c'est d'amener l'art au milieu des gens, éviter les salles fermées et leur montrer que cette créativité est accessible pour eux. La Zone by Domaf est une première étape dans l'organisation du Douala Music Art Festival, le plus grand festival de musique et de cultures urbaines d'Afrique centrale, qui se tiendra dans la capitale économique camerounaise du 14 au 17 novembre prochain. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Tout de suite, c'est l'Actu 360 avec Cécile Galuccio. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. En soirée, faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360 aux côtés d'Anthony Saint-Léger. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter l'actualité. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi de 22h à minuit en direct dans l'Actu 360 sur France 24. La dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation de nouvelles élections législatives secouent la France. C'est un sentiment d'angoisse qui s'installe, parce que personne ne sait ce qui peut se passer. Une cohabitation politique pourrait être la prochaine étape. La cohabitation, c'est ça, c'est d'avoir un président de la République et un Premier ministre qui ne soient pas de la même famille politique. La France a déjà connu ce scénario 3 fois dans le passé. Quelles leçons en tirer ? Cohabitation politique, duel au sommet de l'État, à découvrir sur France 24 et france24.com.
Et là, ça, c'était très bien. Allez, allez. Retrouvez la météo avec Alliance, assureur officiel de Paris 2024. Alliance, avec vous de A à Z. Et décale. Encore, encore. Oui. C'était la météo avec Alliance, assureur officiel de Paris 2024. Alliance, avec vous de A à Z.